Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Inquiétude en Israël après la tentative américano-soviétique de relance de la conférence de Genève sur le Proche-Orient. Le DC-8 des Japan Airlines, détourné par des pirates de l'air depuis 4 jours, a quitté il y a quelques heures le Bangladesh. 36 otages, l'équipage et 11 pirates se trouvent toujours à bord. Fin du voyage de M. Raymond Barre en URSS, le Premier ministre rentre ce soir à Paris. Le 10e anniversaire de la télévision en couleur en France. Voilà les titres de l'actualité de ce dimanche 2 octobre. Des titres relégués toutefois ce soir au second plan par de nombreux Français, parce qu'aujourd'hui il y avait l'Arc et Pigotte. Pour ceux qui sont moins familiers avec les langages des turfistes, cela signifie qu'à Longchamp cet après-midi se courait le prix de l'Arc de Triomphe et que cette course a été remportée par le crack jockey anglais Lester Piggott. Cela s'est passé devant des dizaines de milliers de Parisiens, des milliers et des milliers, parmi lesquels le président de la République. Pour manifester l'intérêt qu'il porte aux courses et à l'élevage, le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, avait tenu à assister au prix de l'Arc de Triomphe cet après-midi à Longchamp. Avant la course, le président s'était rendu au rond de présentation pour admirer les 26 pur sang qui allaient s'affronter sur les 2400 mètres de la grande piste. Les concurrents abordent la descente. En tête, le long de la corde, Allégède le 20. Derrière lui, tout près, Crow, Crystal Palace, Kazakh Bleu, Toque Jaune et Orange Bay. Pas de changement pour aborder le dernier tournant. Toujours Allégède en tête. Lester Piggott, son jockey, l'économise au maximum en imprimant à cette épreuve un faux train. À 500 mètres de l'arrivée, Allégède, bien calé le long de la corde, démarre. Crow le suit. Orange Bay craque complètement. Balmerino, le 2, commence à se rapprocher. Crystal Palace n'est pas battu. Le sprint est réellement lancé. L'importante colonie anglaise encourage son favori. « Go on Lester, go on Lester !» hurlent les Anglais déchaînés. Allégède se détache et triomphe avec beaucoup de facilité. Il permettra, au paradoxe, à Piggott de remporter sa première victoire en France cette saison. Balmerino, le néo-zélandais, terminera 2e après une bonne fin de course et Crystal Palace 3e. Le tiercé, le 20, le 2 et le 19. Après la course, M. Sangster, heureux propriétaire d'Allégède, recevait des mains de Mme Giscard d'Estaing une magnifique coupe. Le jockey anglais Lester Piggott était présenté à M. Valéry Giscard d'Estaing, qui le félicitait pour sa magnifique victoire. Israël se tait et attend. Les pays arabes sont ce soir satisfaits. La déclaration commune américano-soviétique sur le Proche-Orient, diffusée cette nuit, n'a pas rapproché les positions. Il est vrai qu'il n'y a pas de miracle en politique. Cet accord entre Washington et Moscou a cependant fait ressortir une évidence. Moscou, comme Washington, veut régler le problème des Palestiniens pour éviter une escalade de la violence et peut-être aussi la guerre au Proche-Orient. En fait, ce qui a le plus surpris les Israéliens, c'est le revirement de la position américaine, et le Conseil des ministres, qui s'est réuni ce matin à Jérusalem, n'a pu que constater la gravité de la situation. Moscou et Washington demandent à Israël de reconnaître les droits légitimes du peuple palestinien et sa participation à la conférence de Genève. C'est la première fois que les États-Unis prennent une telle position dans un document officiel. Pourquoi? D'abord parce que le président Carter est décidé à régler une bonne fois pour toutes ce problème du Proche-Orient dans lequel il voit une menace très sérieuse pour la paix dans le monde. Ce problème, pense Washington, ne peut pas se régler tant qu'il existera une question palestinienne. C'est la première raison du revirement américain. La deuxième explication, elle vient paradoxalement d'Israël par la voix d'Yigal Allon. L'ancien ministre des Affaires étrangères condamne bien sûr la déclaration américano-soviétique, mais la justifie en partie par la politique suivie par M. Begin depuis son accession au pouvoir. L'actuel gouvernement, a-t-il dit, a réussi à détruire en 3 mois tous les efforts accomplis pendant 10 ans par les gouvernements travaillistes pour éviter une telle situation. Derrière cette déclaration, il y a surtout l'attitude du Premier ministre israélien face aux colonies de peuplement en Cisjordanie, ici à Kadoum, à quelques kilomètres de Naplouse. Menachem Begin les a encouragés, espérant créer un état de fait qui lui permet de ne plus rendre ces territoires occupés après la guerre des 6 jours. Les États-Unis n'ont pas du tout apprécié cette attitude. C'est sans doute la dernière raison de leur revirement. Monsieur Raymond Barre sera de retour en France dans un peu moins d'une heure et demie. Le chef du gouvernement français était en URSS depuis mercredi. Ses conversations politiques avec les dirigeants soviétiques se sont achevées vendredi soir. Depuis, monsieur Raymond Barre a fait un peu de tourisme à Leningrad, soirée à l'opéra hier soir, visite de plusieurs musées, l'occasion pour le Premier ministre d'oublier un peu la politique. Tous ceux qui ont lu Dostoïevski savent que Leningrad, ex-Saint-Pétersbourg, est une des villes les plus humides du monde.
Le ciel, aujourd'hui, s'est émis à l'unisson des fameux jets d'eau du palais de Petrodvorets que visite M. Barr. Néanmoins, Raymond Barre a le sourire parce qu'il estime que ces 4 jours passés en URSS ont été fructueux. Le commerce franco-soviétique, qui était plutôt maussade pendant les premiers mois de 1977, semble se débloquer pour la fin de l'année. Mais, plus que ces perspectives immédiates, ce sont les perspectives à long terme qui intéressent M. Barr, et les soviétiques aussi d'ailleurs. Alors, dans ce domaine, le ciel est plus bleu que celui qui nous couvre en ce moment, et il n'est pas exclu que dans le début des années 80, les échanges commerciaux franco-soviétiques, qui représentent pour l'instant tout au plus 3 ou 4% de notre commerce extérieur, arrivent à un pourcentage beaucoup plus significatif, par exemple 9 ou 10%. Il y a un autre chapitre important, c'est le chapitre atomique. Il y a des années déjà que les spécialistes de l'atome français et soviétiques échangent leurs connaissances et aussi même leur matériel. On va continuer ferme pendant les années qui viennent, dans tous les domaines, y compris dans celui des surrégénérateurs. Il y a bien sûr quelques points un peu douteux, on ne sait toujours pas, par exemple, quand l'Airbus se posera à Moscou. Néanmoins, je le répète, M. Barr avait le sourire en visitant Leningrad aujourd'hui. On a vu le Premier ministre français sur le croiseur Aurore, le fameux croiseur Aurore d'où partit il y a 60 ans le coup de canon qui jeta bas le gouvernement provisoire et mit Lénine au pouvoir. Puis Raymond Barre, accompagné par les autorités locales, a parcouru les environs de la ville. Après la Russie révolutionnaire, c'était la Russie impériale, dont l'Union soviétique conserve les vestiges avec un soin jaloux. Par exemple, ce palais de Petrodvorets, le Versailles de Pierre le Grand, était pratiquement détruit il y a une trentaine d'années, après la guerre et le siège de Leningrad. Année après année, on l'a restauré jusqu'à lui rendre sa splendeur première. Bel exemple de continuité russe qu'a pu méditer Raymond Barre au terme de ses entretiens politiques avec Léonid Brejnev. Le DC-8 de la compagnie Japan Airlines, détourné il y a 4 jours par un commando de l'armée rouge japonaise, a quitté la piste de Dhaka au Bangladesh peu après 17 heures. À son bord se trouvait l'équipage, 4 personnes et 29 passagers. Selon les derniers chiffres, le commando terroriste, qui est lui aussi bien sûr resté à bord, se composerait finalement de 11 personnes. Tout au long de cette journée, les négociations se sont poursuivies sur l'aéroport de Dhaka. Les autorités du Bangladesh voulaient obtenir la libération du maximum d'otages. Finalement, dans l'après-midi, 41 personnes ont été libérées par les pirates de l'air. Maintenant, une question se pose. Où va aller ce DC-8 qui vient donc de décoller de l'aéroport de Dhaka? On parle de Koweït, mais finalement, on ne sait pas très bien, car les autorités de Koweït, les autorités de l'Émirat, viennent d'annoncer qu'ils refuseraient tout atterrissage de l'avion japonais sur le territoire du Koweït. Alors peut-être dans un autre pays, peut-être au Proche-Orient, dans cette région-ci, c'est-à-dire peut-être en Libye. Nous le saurons vraisemblablement vers 23 heures. On ne sait pas très bien à quoi cela est dû, mais le fait est là, les sondages fleurissent dans la presse hebdomadaire française. Hier, je vous parlais d'un sondage publié par l'Express. Aujourd'hui, Le Point et La Vie française publient eux aussi les résultats d'enquêtes d'opinion. Dans Le Point, qui est publié en première page avec un dessin du peintre Moretti, l'IFOP tente de clarifier le débat sur les salaires. Il s'agit là des salaires vus par les cadres. 80% des cadres interrogés se déclarent très bien ou assez bien payés. Ce même échantillon de cadres estime aussi que l'éventail des salaires devrait être de 1 à 7 en prenant comme base un salaire de 1800 francs. Dans La Vie française, c'est le CREP et le CREP qui a interrogé les jeunes de 18 à 30 ans sur le problème de l'argent. 87% des jeunes travaillent pour gagner leur vie, ce qui semble tout à fait logique. Mais l'intérêt du travail vient avant le salaire pour 69% des personnes interrogées lorsqu'il s'agit de parler des facteurs qui, dans leur emploi, sont particulièrement satisfaisants. En revanche, si cette question est posée à des jeunes en chômage, le salaire vient alors, et c'est là aussi bien compréhensible, bien avant l'intérêt du travail. Dans le domaine politique, 2 informations à noter rapidement ce soir. Monsieur Didier Mostan, l'un des créateurs du CRS, l'aile gauche du Parti socialiste, demande la réunion d'un congrès extraordinaire du PS. Pour Monsieur Mostan, il s'agit de faire sortir de ce congrès un certain nombre de propositions destinées à sortir la gauche de l'impasse. Et puis, une autre déclaration, celle de M. Jean Le Canuet, il y a quelques minutes lors du Club de la Presse sur Europe numéro 1. Pour M. Le Canuet, la rupture au sein de la gauche est irréversible et il faut désormais que par une politique d'ouverture, la France politique se rééquilibre.
Les entretiens de Bichat sont pratiquement terminés. Les milliers de médecins qui y ont participé vont maintenant rejoindre qui leur cabinet, qui leur clientèle. Antenne 2, avec Martine Alain Regnault, a fait pratiquement le tour de tout ce qui s'est dit cette semaine à Bichat entre les spécialistes de la santé. Il nous reste toutefois 2 sujets à évoquer. Dans notre dernière édition, peu après 23 h, vous nous parlerez de la ménopause. Mais tout de suite, vous avez choisi de faire le point ce soir sur les ulcères. Et Martine Alain Regnault, je crois qu'à Bichat, vous avez appris qu'un nouveau traitement existait. Oui, alors ulcère de l'estomac et du duodénum, on l'oublie trop souvent, mais il n'y a pas que l'estomac. Alors vous savez que ça empoisonne la vie de très nombreux Français. Des sécrétions gastriques en excès abîment la muqueuse de l'estomac ou du duodénum. Et à ce moment-là, vous avez la paroi qui est rongée et vous pouvez vraiment avoir, premièrement, très mal et deuxièmement, une perforation de l'estomac. Alors, de nombreux traitements existent, ils ne donnent pas tout à fait satisfaction, on prend des tas de médicaments antiacides, etc. Mais cette fois-ci, il semble qu'il y ait un progrès de la biologie moléculaire. En fait, les sécrétions acides sont stimulées par une substance qui circule normalement chez nous, qui s'appelle l'histamine. Et quand elle est en excès, il y a un excès de stimulation. Alors, les pharmacologues ont trouvé une molécule qui ressemble à l'histamine, mais qui n'est pas l'histamine, et qui trompe les récepteurs de la muqueuse. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est l'histoire de la clé de la serrure. Vous prenez une clé qui n'est pas la bonne clé, mais qui est assez proche de la vraie clé pour aller dans la serrure, mais pas assez pour pouvoir tourner. Alors, ils ont pris une molécule qui ressemble à l'histamine, qui ne l'est pas, qui bloque les récepteurs. Il n'y a plus de stimulation, donc plus de sécrétion acide en excès. Alors, ce traitement est efficace ou non? Alors, ce traitement a l'air très efficace. 9 centres hospitaliers, essais, oui. Alors 9 centres hospitaliers l'ont essayé sur 200 patients. Certains témoins, on leur avait donné du talc ou du sucre. Et les autres, on leur avait donné cette molécule. Et il semble que dans les 2 tiers des cas, ça a donné d'excellents résultats. Et alors Martine, est-ce que cela veut dire que désormais les ulcères à l'estomac n'auront plus jamais à avoir quelque chose avec les chirurgiens? Je crois que c'est trop tôt pour le dire, car on en est encore à 200 cas pour l'instant. Mais en tout cas, les médecins, les gastro-entérologues présents, qui représentaient vraiment le sommet de la gastro-entérologie française, semblaient très encourageants. Bien Martine, on vous retrouve tout à l'heure donc pour parler de la ménopause, peu après 23 h. Le raisin a fait son apparition depuis plusieurs semaines déjà sur l'étal des marchands. Pourtant, la grande saison des vendanges n'a pas encore commencé. En ce domaine, eh bien, comme dans la Beauce, si je puis dire, pour le blé, la mécanisation fait également son apparition. Bientôt, le sécateur sera arrangé au magasin des accessoires. La tradition va y perdre ce que le rendement y gagnera. Dans certaines régions, les vendanges n'ont plus le cachet folklorique et traditionnel qu'elles avaient voici encore quelques années. On fait de plus en plus appel à une main-d'œuvre étrangère, payée au rendement, et bien souvent il ne s'agit plus d'une partie de plaisir pour les viticulteurs et pour les vendangeurs. Mais à plus ou moins long terme, les vendanges manuelles vont être remises en question, car ici aussi, la machine remplace l'homme. Depuis quelques années, de grosses machines venues des États-Unis ont fait leur apparition en France et récoltent les raisins aussi bien, sinon mieux que les vendangeurs. D'un prix très élevé, elles valent en moyenne 280 000 francs. Peu nombreux sont les viticulteurs qui peuvent se permettre de les acheter. Quant aux vieux vignerons, s'ils sont obligés de suivre le progrès, ils ne cachent pas leur nostalgie. Maintenant, comme vous voulez faire, vous, dans 6 heures, faire le travail de 8 heures. Et le faire bien. Vous le faites assez bien, mais pas bien. Du moment que vous le faites plus vite, vous tombez des raisins par terre. Si vous les ramassez, vous ramassez sale. Parce qu'ils n'ont pas la patience de ramasser, c'est pas l'époque. Et la machine, elle fait un meilleur travail que... Et la machine, automatiquement, elle fait mieux, puisque ce qui tombe sûrement, c'est minime, puisque vous l'avez vu de vous-même. Le marché des machines à vendanger risque très rapidement d'être mis en question. En effet, cette année, sous l'instigation de l'Agence nationale de valorisation et de recherche, une petite vendangeuse est née, la Mini B. Coûtant moitié moins cher que ses concurrentes, elle a surtout l'avantage d'avoir un rendement aussi important. Suivant la longueur des parcelles, la Mini B assure la vendange de 3 à 4 hectares par jour, alors qu'il faudrait au moins 30 à 40 vendangeurs pour faire le même travail. D'après son inventeur, lui-même viticulteur, la Mini B est une machine de 2e génération. J'ai voulu concevoir une machine beaucoup plus adaptée, d'une part au vignoble français, d'autre part une machine beaucoup plus facilement accessible et utilisable par la majorité des viticulteurs français. Est-ce que vous pensez que précisément dans toutes les régions, on pourra utiliser cette machine? Les modes de conduite sont très différents dans différentes régions de France.
il est certain que ce type de machine est celui qui s'adapte, semble-t-il, le mieux aux différents modes de culture qu'il y a actuellement, en particulier dans les régions méridionales. Et quand verra-t-on ce genre de machine dans le vignoble champenois, par exemple? En ce qui concerne le vignoble champenois, je ne pense pas que ce soit pour tout de suite, mais il est certain qu'un jour, certainement, la vendange mécanique se fera en Champagne. D'après les études faites, la rentabilité de la mini-baie serait assurée sur un vignoble de 15 à 20 hectares. Fini alors le problème posé par l'embauche d'une main-d'œuvre temporaire, mais fini aussi le folklore et les traditions des vendanges manuelles. Et oui, les vendanges mécaniques, ce sera peut-être encore un peu plus de bruit dans nos campagnes au moment où le confort de la vie devient l'une des revendications essentielles des sociétés qui sont développées industriellement. Mais ce problème, nous ne sommes pas les seuls à le connaître. On peut même dire que les États-Unis nous ont précédés, ils l'ont découvert comme beaucoup d'autres choses avant nous. Aussi, à 10 000 km de chez nous, sur les bords de l'océan Pacifique, à quelques kilomètres de San Francisco, un nouvel urbanisme est en train de naître. Un urbanisme qui, je vous le précise, n'est cependant pas à la portée de tout le monde, à la portée de toutes les bourses. Sea Ranch, sur les rivages du Pacifique, à 200 km au nord de San Francisco. Les bergers vivaient ici il y a quelques années, se logeant, eux et leurs troupeaux, dans des cabanes en bois usées par le temps. Un groupe d'architectes a eu l'idée de préserver le site et de reconstruire ici un groupe de maisons dont le style est inspiré par celui des anciennes fermes californiennes. Il faut conserver notre mémoire, dit Charles Moore, le maître à penser de cette expérience. Il faut apprendre aux gens à mieux connaître leur environnement, leur maison. Il ne faut pas qu'une maison soit un champ clos où l'on s'enferme, mais plutôt le lieu qui corresponde exactement à notre histoire, à notre passé. Charles Moore qui croit que l'espace doit jouer un rôle important dans les maisons du futur. Ma philosophie est bien, il faut savoir que les gens de Californie sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ils n'ont pas de racines profondes ici. Et quand ils viennent ici, c'est pour s'installer, retrouver en quelque sorte une partie de leurs rêves. Mostly the place of their dreams. Some people come to Southern California because this is the place of their fantasies. Les idées de Charles Moore font peu à peu leur chemin, que ce soit à Los Angeles ou à San Francisco. Les habitants de San Francisco, dit un associé de Charles Moore, s'inspirent de nos constructions. Vous voyez là-bas, sur le port, près du Golden Gate, eh bien, c'était d'anciennes galeries qu'on a restaurées et qui ressemblent à celles de Sea Ranch, où l'on a construit en fonction de l'océan et de la lumière. It was originally a sardine cannery and has been reworked by Joe Eschrick's office in much the same spirit as the housing at Sea Ranch. So we're seeing, even within our urban fabric, some of the ideas and notions about space and light translated. Changer les habitudes, la chose paraît facile dans un cadre aussi favorable. Vivre dans des maisons dont toutes les structures sont en bois, car ce sont de grands morceaux de bois qui font les joints et les supports de chaque maison. Mais en Californie, le prix du bois n'est pas cher. Toutefois, au-delà des rêves de bonheur, il ne semble pas que le style de maison de Sea Ranch soit encore accessible à tous les Californiens. 250 000 $ pour vivre à Sea Ranch quand on veut s'y installer, le prix de la minute de bonheur est bien élevé. C'est difficile de dire. Tout le monde peut en jouir. En profiter, en jouir. Peut profiter de la côte. Mais pour vivre ici, ça coûte peut-être un peu plus que pour vivre dans une maison ordinaire. Est-ce que vous pensez que tous les Californiens pourraient vivre dans ce genre de maison? Pas tous les Californiens, mais les idées qui sont utilisées ici il y a 10 ans sont maintenant devenues plus communes.
Élitistes, sans aucun doute, ces maisons de Sea Ranch. Mais elles laissent imaginer ce que seront les maisons de demain, dans lesquelles l'énergie, par exemple, ne sera plus le problème essentiel. Les premières maisons solaires, qui permettent le chauffage de l'eau, ont ainsi fait leur apparition à Sea Ranch. Un site enchanteur, une vie idyllique, voilà qui nous entraîne bien loin ce soir des personnages et des lieux choisis par Didier Decoing pour son dernier ouvrage, John l'Enfer. Pour connaître un peu mieux Didier Decoing, Alain Gillot-Pétré s'est donc rendu à la Défense, dans ce New York parisien où le béton et les tours ont remplacé les pavillons de banlieue et les petits jardins. C'est un peu par hasard si le personnage principal s'est appelé John l'Enfer. Le nom me plaisait. Et c'est après que je me suis aperçu qu'il signifiait quelque chose. Parce que John l'Enfer, c'est un Indien Cheyenne qui lave les carreaux des gratte-ciel de New York parce que les Indiens n'ont pas le vertige. C'est un peu vous qui avez le vertige de New York. Oui, le vertige à l'envers, en regardant cette ville immense, debout, et qui est malade au point peut-être bientôt de s'effondrer. Et ce qui est bouleversant, c'est que New York est né pour moi en 1880. On est en 77, New York n'a pas tout à fait 100 ans. À l'échelle d'une ville, c'est l'âge d'une toute petite fille. Alors c'est la mort d'une petite fille, et la mort d'une petite fille, c'est moi ce que je trouve le plus bouleversant. Mais à travers votre livre, c'est un peu aussi la mort d'une civilisation. C'est la mort de toutes les civilisations, c'est la mort des civilisations qui ont mal compris le problème et qui ont construit, comme disait Alphonse Allais, des villes à la campagne. Et si vous voulez, la civilisation urbaine qui est la nôtre, à l'est comme à l'ouest d'ailleurs, est, je le crains, une civilisation en passe de mourir. C'est une civilisation condamnée. Pour ceux qui ne connaissent pas New York est-elle vraiment cette ville de crasse et d'abandon que vous décrivez? De crasse, oui, incontestablement. Il y a des tonnes et des tonnes d'ordures qui restent dans les rues tous les jours, d'abandon physique certainement, et ce qui est peut-être pire aussi, d'abandon moral. C'est une ville dont les êtres sont souvent des êtres perdus, des êtres en état d'errance. Ce sont des zombies, vous savez. Et j'ai écrit John l'Enfer parce que ce n'est pas un être humain qui meurt, c'est une chose, c'est une ville. Mais je crois que lorsque New York ne sera plus que, comme Pompéi, une plaine de pierrailles, de rocs qu'on visitera, les New-Yorkais, eux, continueront de vivre peut-être à côté, peut-être plus loin, ils auront reconstruit leur univers. Didier Decoing, la plupart de vos personnages sont des ratés, des déclassés, des marginaux. Pourquoi? Je crois que nous sommes tous des ratés, des déclassés, des marginaux. Déclassés, marginaux sûrement, dans un monde très difficile. Ratés, vous savez, quand on pense qu'un homme, au bout de 90 ans, mettant les choses au mieux, est balayé de la surface de la planète, qu'il a essayé pendant tout ce temps de construire quelque chose et que ce quelque chose aussi va finir, pour beaucoup de gens, c'est une espèce de forme de ratage. Pas pour moi, mais pour beaucoup. Quand on est écrivain et qu'on réussit, on est aussi un raté? Écrivain, je le suis. Réussir, vous savez, ça veut dire faire le livre qu'on porte en soi exactement. Je ne pense pas qu'il y ait un seul écrivain français, ni même mondial, qui aujourd'hui vous dirait « j'ai fait le livre que je rêvais de faire ». On est toujours un ton en dessous de son rêve. John l'Enfer, donc le dernier livre de Didier Decoing. En venant sur ce plateau de télévision ce soir, j'aurais pu apporter avec moi un gâteau. Sur ce gâteau, j'aurais pu placer 10 bougies et ensemble, vous et moi, ainsi que tous les techniciens qui m'entourent ce soir, nous aurions pu souffler ces bougies. Et oui, il y a 10 ans, la télévision en couleur naissait en France. Alors, avec Martine Joubert, souvenons-nous un peu de ses débuts. « 1er octobre 1967, le roi Hussein se rend en visite au Caire. On prépare pour le salon de l'auto la nouvelle Alpine Renault. Les personnalités se succèdent devant les urnes, ce sont les cantonales, les grands titres de la presse ce jour-là. Et pourtant, 10 ans après, le véritable événement du jour, celui qui a coloré la vie quotidienne de nombreux Français, était annoncé par la speakerine. Et monsieur Mercier, directeur du service technique, vont donner dès maintenant le départ de la télévision en couleur. Le 1er octobre, les programmes de la deuxième chaîne quittaient le noir et blanc pour se mettre au vert. Et à 2 h de l'après-midi, les Français assistaient au premier direct en couleur, un saut de parachutistes rouge et blanc venus de quelque arc-en-ciel. SECAM français, PAL allemand, NTSC américain, chaque grande nation défendait son propre procédé de télévision couleur. La guerre de la couleur n'est toujours pas terminée, mais un des pionniers de l'époque se souvient surtout d'un grand saut dans l'inconnu pour lui et son équipe.
Ça a coûté, disons, beaucoup de solidarité et de passion professionnelle. Voilà ce que ça a coûté. Beaucoup de soins, j'allais dire, et beaucoup d'exigences. Parce que le signal couleur, c'est un signal fragile, parce qu'il est plus complexe. Et par conséquent, il ne tolère pas la médiocrité. Je pense qu'il serait bon que les professionnels de 1977 reviennent un peu et pensent et toujours présents aux exigences qui étaient celles des professionnels de 67 pour avoir une qualité qui soit toujours parfaitement homogène, alors que quelquefois elle ne l'est point. Depuis 10 ans, le prix de vente des postes couleurs n'a pas bougé, entre 4 000 et 5 500 francs. Donc, en tenant compte de l'inflation, un poste couleur vaut moins cher aujourd'hui qu'hier. Les 4 millions de propriétaires de postes de télévision en couleur peuvent enfin reconnaître les verts des rouges. Aujourd'hui, ils savent que Léon Zitrone a les yeux clairs, Jean-Pierre Elkabbach l'œil noir et les cheveux châtain foncé, et qu'en noir et blanc, Patrick Lecoq perd tout à fait son regard bleu. Oui, du bleu qui n'apparaîtra pas tellement demain matin dans le ciel de France. Il pleuvra du bassin aquitain aux Alpes et au sud de la France. Dans l'après-midi, temps variable avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les averses se localiseront sur le nord, le nord-est et l'est. Voilà, vous connaissez maintenant à 20h26 les principales informations de cette journée. Notre prochain journal aura lieu aux alentours de 23h30 et 23h20, 23h30. J'aurai le plaisir alors de vous retrouver. Bonsoir.